Bonjour à tous. Ce que vous voyez ici est une intelligence artificielle qui a été programmée pour reconnaître les émotions humaines sur la base de notre langage non verbal. Alors je ne sais pas si elle fait du bon boulot et ce n'est pas mon propos ici. Ce qui va m'intéresser, c'est ce tableau. Je vous le dis tout de suite, les spécialistes en langage non verbal n'ont pas attendu que les IA utilisent cette approche pour le faire eux-mêmes. En fait, on connaît ce tableau depuis plus de 40 ans déjà et il va servir d'outil de base pour décrypter le langage non verbal et distinguer les émotions. Ce tableau, c'est James Russell qui l'a fait au début des années 80. James Russell, c'est un lanceur de relève gaucher qui joue dans la Ligue... Non, qu'est-ce que je dis? Attends. Mais il y a combien de James Russell? Ah, le voilà. Alors, James R. Russell is an American psychologist who worked for Focus. Pardon? Bon, bah ça va pas être la biographie la plus folle. 2 lignes sur Wikipédia. On voit aussi que son doctoral advisor, c'est... Oh non. Oh non, pas lui. En vrai, le tableau que Russell a fait est vraiment génial. C'est le tableau déjà évoqué dans l'épisode ici. Et cette fois, on rentre un peu plus dans le détail. Refresh. Comme nous l'avons vu à l'épisode précédent, les émotions de base s'expriment de manière universelle. Et la façon dont elles impactent notre corps également. On va donc pouvoir classer ces émotions sur 2 axes. Le premier axe, l'axe agréable et désagréable, et le deuxième, l'axe activation et désactivation. On pourrait classer les émotions de plusieurs manières, mais il s'avère que la façon dont Russell a décidé de les classer est particulièrement intéressante d'un point de vue du non-verbal. Alors allons-y. L'axe agréable-désagréable, que je nomme avec un plus pour définir les émotions agréables et un moins pour définir les émotions désagréables. Et je dois tout de suite faire une petite parenthèse. Le plus et le moins sur le tableau pourraient laisser penser qu'il y a des émotions positives ou négatives. Mais ce n'est pas mon propos. De mon point de vue, toutes les émotions sont positives car elles ont toutes pour but de garantir la survie d'un sujet. Ce que vous devez entrevoir à travers tout ça, c'est que le plus indique que l'émotion est vécue de façon agréable, comme la joie, et que le moins indique que l'émotion est vécue de manière désagréable, comme la colère, peur ou tristesse. Parenthèse numéro 2. Par exemple, dans ce tableau, je classe la peur comme étant une émotion désagréable, contrairement à la joie qui est une émotion agréable. Et certains me diront que l'on trouve des personnes sur Terre qui recherchent la peur, car ils aiment les sensations fortes, et surtout la décharge d'adrénaline qui va avec. Oui, c'est vrai. Par un saut à l'élastique ou en allant voir un film d'horreur, cela peut être une émotion recherchée. Et c'est facile de dire qu'on recherche la peur quand la situation est sous contrôle et encadrée. Mais généralement, quand on ne la recherche pas, cette peur, et qu'elle nous surprend dans notre quotidien, on passe plutôt un mauvais moment quand la peur nous cueille par surprise. Bref, où je veux en venir avec cette classification des émotions, c'est qu'il faut le prendre de manière frontale et basique quand je parle d'émotions agréables et désagréables. Ce qui va nous permettre de nous situer sur cet axe agréable-désagréable, ce sont des items complémentaires, des items qui apparaissent sur le visage. Mais on en reparlera dans des épisodes ultérieurs. Et bien évidemment, le plus important, le contexte. Le deuxième axe, c'est celui que Russell nomme activation-désactivation. Pour ma part, j'utilise des mots qui sont liés à l'état de tension du corps, et c'est également le vocabulaire que j'ai appris. Je parlerai ainsi d'hypotonie pour exprimer que le corps est relâché, et d'hypertonie pour exprimer que le corps est sous tension. Et c'est tout, c'est simple, net et précis. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Vous l'aurez donc reconnu, c'était le tableau dont je parlais au premier épisode de la saison 2. Celui qui se trouve tout en haut de mon tableau des priorités. Dit autrement, c'est un outil auquel j'accorde une grande confiance et crédibilité. Et si je perçois plusieurs items dans une situation donnée, je donnerai toujours la priorité aux items liés à ce tableau. C'est donc mon outil principal de travail. Et depuis que l'humain étudie les émotions, depuis que Ekman et Russell sont passés par là, je n'ai pas connaissance d'études scientifiques
ou d'observations empiriques qui viendraient contredire les observations et connaissances que nous avons sur ces émotions de base et comment elles sont situées sur ce tableau. Pour le lire, commençons par le point central. Je l'appelle le point neutre. C'est donc un état d'être dans lequel un individu ne ressent, on va dire, aucune émotion. Il n'est ni sous tension, ni en relâchement, et la valence émotionnelle de son humeur est neutre. La valence émotionnelle, je le définirais par le taux d'agréabilité, donc ce qui se passe sur mon axe positif-négatif. Et là, il y a déjà un point important à mettre en lumière, c'est que le point neutre, d'un point de vue non-verbal, ce n'est pas le même pour tout le monde. Vous vous souvenez de la signature non-verbale ? Je vous laisse imaginer que le taux de tension, de vitesse de mouvement est bien différent à l'état neutre pour un doc gynéco, monsieur 2 de tension par excellence, qui a une signature non-verbale plutôt hypotonique de nature. Pourquoi vous avez choisi ce nom doc gynéco ? Et par exemple un Nicolas Sarkozy beaucoup plus nerveux de nature. Sectarisé, divisé. Il est bon qu'il y ait des lieux de neutralité positive. Donc le point neutre dépend de la signature non-verbale de chacun. Et c'est important ici dans notre exemple, car sur l'axe hypotonicité-hypertonicité, nous allons fixer notre attention sur 2 éléments non-verbaux en particulier. C'est la vitesse des mouvements et la tension des mouvements. Et si vous me demandez à partir de quelle vitesse de mouvement on peut considérer qu'on est dans l'hypertonicité, je vous répondrai que ça dépend du point neutre. Un mouvement avec une vitesse X, on pourrait très bien le qualifier de rapide pour doc gynéco, et ce même mouvement avec cette même vitesse X pourrait très bien être qualifié de lent du point de vue d'un Nicolas Sarkozy. Donc, si je reviens aux items, ce qu'on cherche à voir sur cet axe hypotonie-hypertonie, ce sont 2 éléments en particulier. C'est d'abord donc la vitesse de mouvement par rapport au point neutre. Plus les mouvements sont rapides, plus ils sont hypertoniques. On peut également ajouter que plus les mouvements sont rapides, plus ils sont droits. Droits dans le sens ligne droite. En effet, avec la tension et la vitesse, les trajets de nos mouvements vont avoir tendance à se raidir pour ne former que des lignes droites. Je parle ici de gestes ou de mouvements carrés. Lorsque l'on observe donc des mouvements rapides et en ligne droite, vous savez que l'on se trouve de ce côté du tableau. Vous pouvez donc exclure toutes les émotions liées à l'hypotonie. A l'inverse, plus les mouvements seront lents par rapport au point neutre, et plus nous serons dans la partie hypotonie. Et par opposition aux mouvements rapides, on peut aussi noter que plus les mouvements sont lents, plus ils seront courbés. Je parle ici de gestes ou de mouvements ronds. Ou non, ne change pas les phénomènes physiques auxquels j'assiste, ni les lois qui les gouvernent. Et on voit bien que ce principe de relativité a une implication qui est qu'il ne doit exister aucun référentiel dont on puisse dire qu'il soit immobile dans l'absolu. Ça, c'est le premier critère qui nous permet d'identifier si nous sommes en hypo ou en hypertonicité. Le deuxième critère, c'est la tension. Et là, par tension, ça peut être beaucoup de choses. Par exemple, les mains. Une main au repos, c'est une main qui reste ouverte, certes, mais dont les doigts ne sont pas tendus non plus. Une main au repos, c'est ça. Un poing fermé, c'est une main tendue, évidemment, mais des doigts bien droits, c'est également une main tendue. Des épaules qui restent relevées, c'est également un signe de tension. Une bouche qui reste serrée, bref, une suractivation des muscles de manière générale peut être considérée comme de la tension. Le deuxième axe est donc celui de la valence émotionnelle. Est-ce une émotion agréable ou est-ce une émotion désagréable ? Ici, les items qui vont nous indiquer si ce sont des émotions négatives ou positives peuvent être assez variés. J'en vois 3 en particulier. Le contexte. Alors oui, le contexte n'est pas un item non verbal, mais comme évoqué dans l'épisode 4 de la saison 1, la connaissance du contexte est un élément indispensable pour comprendre la racine d'un comportement non verbal et les enjeux d'une situation. 2. Le dictionnaire des items. Un terme générique pour dire que nous sommes particulièrement attentifs aux items qui accompagnent la situation vécue afin de déterminer si c'est vécu agréablement ou non. Les items qui apparaissent sur le visage et qui sont liés aux émotions seront précieux pour nous indiquer quelle émotion précisément la personne est en train de vivre. Je reviendrai sur ces items dans des vidéos ultérieures. Et 3, la proxémie. Et là,
Je vous en dis pas plus, quitte à provoquer un peu de frustration, mais j'y reviendrai rapidement, c'est promis. Enfin rapidement. Vu mon rythme de sortie des épisodes, vous aurez la réponse dans 2 ou 3 ans. Et lorsqu'on combine tous les critères d'observation que l'on vient de citer, il devient alors assez facile de déterminer quelle émotion est présente. Ainsi, on peut placer nos émotions dans ce tableau. Depuis le départ, je parle d'émotions, mais en vrai, on peut placer d'autres états qui vont au-delà de la simple émotion. Certains sentiments y trouvent assez bien leur place. Et ceci m'amène donc à définir ce qu'est une émotion et ce qu'est un sentiment. Alors, l'émotion, j'en ai parlé à l'épisode précédent. Et un sentiment, c'est une émotion qui a eu le temps d'être conscientisée et intellectualisée. L'émotion est généralement courte, alors que le sentiment peut s'installer dans le temps. Prenons un exemple concret. Vous croisez un tigre en liberté, vous allez ressentir de la peur, le temps de vous mettre à l'abri et de vous protéger. Ou d'attaquer pour les plus téméraires. Ici, l'émotion laisse peu de place à l'intellect. À part si vous êtes une personne entraînée à de telles situations, mais sinon votre corps va réagir très vite et de manière automatique. Et une fois que vous serez à l'abri, l'émotion s'arrêtera. Alors que l'angoisse est dans la catégorie des sentiments. Alors non, l'angoisse n'est pas une peur ponctuelle. L'angoisse te suit dans le temps. Tu angoisses pour un examen à venir, par exemple. Et ici, ce sentiment naît de la peur, certes, mais c'en est un dérivé. Il agit différemment sur nous. Tant que le résultat de l'examen n'est pas tombé, nous restons dans cet état d'attente. Et si le résultat de l'examen est dans un mois, certaines personnes peuvent angoisser pendant un mois entier sans discontinuer. L'espace-temps est absolument différent par rapport à la peur. Alors d'autres exemples de sentiments, il y a la honte, la culpabilité, l'ennui, le découragement. Et pour revenir à notre tableau, prenons le découragement. C'est un excellent exemple. Le découragement est un sentiment qui trouve très bien sa place dans le tableau. Le sentiment de découragement s'exprime dans l'hypotonicité et du côté négatif. Cela ne veut pas dire que tous les sentiments trouvent leur place dans ce tableau, mais que certains sentiments, oui. Et ainsi, ce tableau que j'appelle tableau des émotions peut se garnir d'autres états comme de sentiments. Sauf des caractères. Pour rappel, le langage non verbal permet de voir si quelqu'un est en colère, mais ne permet pas de voir si quelqu'un est colérique. D'ailleurs, la définition de colérique, c'est une personne qui se met souvent en colère. Mais c'est combien souvent ? C'est à partir de combien de fois par semaine qu'on peut être considéré comme quelqu'un de colérique. Bref, vous voyez bien que le langage non verbal ne répond pas à cette question. Le langage non verbal dit « là, maintenant, tout de suite, tu es en colère ». Lors de ma précédente vidéo, je posais également une question. Je me demandais si l'irritation, la colère, la fureur, la rage sont la même chose. La réponse est oui et non. Oui, ce sont bien des dérivés de la colère, mais à des intensités différentes. Et ce tableau permet également d'apporter ces nuances de vocabulaire. Ainsi, je vais distinguer les émotions qui sont légères, car proches du point neutre, des émotions qui sont intenses, car éloignées de ce point neutre. Et voilà, notre tableau est complet. Alors je ne vais pas abreuver cette vidéo d'exemples maintenant, nous en croiserons bien assez par la suite, mais je ne résiste pas à l'envie de vous montrer celle-ci. You want to poke it? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Au début, tension des épaules, on est donc du côté hypertonique. Le sourire et le contexte nous indiquent que c'est une émotion positive. Donc si je me réfère au tableau, ici ce que vous voyez, c'est de la joie. Plus exactement un dérivé de la joie qui est l'enthousiasme. L'enthousiasme d'aller éclater cette bulle. Et lorsque la bulle éclate, on voit d'abord l'épaule gauche qui commence à se détendre, puis le visage, puis sa main droite qui tombe.
Mais attention, hein, ça ne tombe pas comme quelqu'un qui tape du poing sur la table avec de la tension. Non, ici, tout tombe simplement parce qu'il a tout relâché. L'hypotonicité, le contexte est plutôt clair, émotion négative, nous sommes dans la tristesse. Et j'ai pas vu la suite de la vidéo, mais je ne serais pas surpris qu'il se soit mis à pleurer juste après l'éclatement de la bulle. Et voilà, c'est ça le tableau des émotions. Et vous l'aurez compris, les items qui apparaissent sur le visage sont hyper importants pour définir exactement quelle émotion est vécue. Ainsi, la suite du programme sera de faire une fiche technique pour chacune des émotions. Mais ça, c'est dans les prochains épisodes. Allez, à bientôt.